Le rapport gallois qui préconise donc lundi une baisse des charges de 30 milliards d'euros compensée par des hausses d'impôts a été accueilli plutôt à bras ouverts par le patronat qui appelle le gouvernement à le mettre en musique rapidement, tandis que les syndicats sont inquiets de ses conséquences pour les salariés. Le gouvernement annoncera aujourd'hui les mesures qu'il prendra à la suite de ce rapport et les organisations patronales comme le MEDEF, la CGPME, l'UPA l'ont encouragé à agir sans tarder pour réduire les coûts. Le rapport gallois, a dit la présidente du MEDEF, Laurence Parisot, est une étape décisive vers un Big Bang économique salvateur. Il n'y a pas de problème de coût du travail, estimé, lui, hier, le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, dans les colonnes du Parisien, tandis que l'Humanité d'aujourd'hui titre « Rapport gallois, 22 idées pour épargner le capital ». Alors donc, ce rapport gallois, réduire le coût du travail, peut-il être, par exemple, et nous le verrons aujourd'hui avec les décisions du gouvernement, peut-il être une politique économique de gauche? Comment les syndicats peuvent-ils exister, alors que certains, comme la CGT, ont soutenu, par exemple, la candidature de François Hollande? Et une politique de réduction du coût du travail serait-elle peut-être l'occasion pour les syndicats, voire la rue, comme on dit, de se réveiller? Car si les syndicats sont en déclin depuis plusieurs décennies, ils ne rassemblent aujourd'hui qu'à peine 7% de la population active, alors que certains se demandent, au fond, face à la crise, que fait le mouvement social? Pour répondre à toutes ces questions, en première partie, le rapport gallois et la question des syndicats en seconde partie, nous avons deux invités, deux spécialistes de ces questions-là. Daniel Tartakovsky, bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 8, directrice du Centre d'histoire sociale du XXe siècle, et vous publiez avec Michel... Non, je ne suis pas directrice du Centre d'histoire. Ah, vous n'êtes pas directrice, mais vous y travaillez tout de même un petit peu, et vous êtes surtout l'auteur avec Michel Pigenet. Qui est directeur du Centre d'histoire du XXe siècle. C'est lui le directeur, voilà, d'où ma méprise, de l'histoire des mouvements sociaux en France, de 1814 à nos jours, 4, on va dire, grosses étapes, gros moments de ce qu'a fait l'histoire sociale des mouvements sociaux en France, avec peut-être, le dites-vous, parce qu'il fallait bien prendre une date, hein, vous avez démarré en 1814, mais avec une mémoire de 1789 qui a inauguré ces mouvements sociaux. Et puis pour parler également de cette actualité avec le rapport gallois, Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. Bonjour. Rassurez-moi, vous êtes bien professeur à l'Université Paris-Dauphine? Tout à fait. Et président du Cercle des économistes? Tout à fait. Alors, le rapport gallois, d'abord en question. Comment faut-il l'appeler et à quoi appelle-t-il ce rapport gallois, Jean-Hervé Lorenzi? On voit qu'il y a toute une bataille de vocabulaire, de mots, un lexique autour de ce rapport gallois que tantôt certains appellent le choc, le pacte de compétitivité. D'autres disent qu'au fond, le gouvernement ne retiendra pas la compétitivité, mais la créativité de ce rapport. Comment y voir un peu clair d'abord dans la définition selon vous de ce rapport? En réalité, le rapport gallois, il pose un problème gigantesque aux uns et aux autres, parce que d'abord, Louis Gallois, c'est un homme de gauche. Il a toujours été très affirmé dans ses positions, et il se retrouve à avoir eu une carrière par ailleurs de patron. Donc il est à la fois grand commis de l'État, voilà, à la fois grand patron. Donc il est une synthèse. Il était patron de la SNCF et pendant 10 ans. Il est véritablement au cœur d'un consensus en réalité que tout le monde souhaite. Deuxième observation, il est avant toute chose, avant les mesures qui seront peut-être prises tout à l'heure ou peut-être plus tard, il est au fond, celui qui, me semble-t-il, dit des choses, vous avez parlé de vocabulaire, dit des choses assez simples, mais sur lesquelles on a un déni de réalité. Il dit tout simplement que il emploie le mot, je crois, de glissade, il l'emploie à plusieurs reprises hier. C'est vrai que l'économie française, tout le monde le sait, depuis 10 ans, 10, 12 ans, enfin, peu importe, il n'y a pas de date magique dans cette affaire-là, ne se porte pas bien du tout. Elle est vraisemblablement l'économie des pays occidentaux qui s'est le plus détérioré dans ses positions internes, externes. On a un chômage de jeunes qui est hallucinant. Enfin, on a quand même beaucoup de problèmes. Et il faut enfin qu'on dise les choses aussi simplement qu'elles sont. Ça ne va pas bien. Donc après, pourquoi ça va pas bien? Pour des tas de raisons. Là aussi, il y a un consensus. Et ce serait absurde de dire que le coût du travail est la seule raison. Mais le coût du travail est une des raisons. Et Dominique Seux, dans les Échos, tout de même, dit que on pourrait regretter dans ce rapport gallois
Gallois, une sorte de prudence verbale très politique quand les mots mêmes, dit-il, Dominique, de coût du travail ou de 35 heures sont soigneusement évités et quand la baisse de la dépense publique fait seulement l'objet de 5 lignes. C'est bien qu'il y a tout de même un enjeu dont on voit qu'il est extrêmement important tout de même par rapport à ce vocabulaire-là et qui représente notamment la question des acquis. Je suis d'accord. Mais alors je trouve que la critique de Dominique, qui est toujours très talentueux, mais là est pas très justifiée parce qu'on a entendu hier pendant toute la journée, Louis Gallois s'exprimer avec une franchise que seul à la fois son propre parcours autorise. En réalité, il est très difficile à critiquer, Gallois. Donc, on peut pas dire il est le suppôt du MEDEF, de ceci. Il est Louis Gallois. Il a dit, il n'est pas le gouvernement. Il exprime une position. Il a dit très clairement, il a dit qu'évidemment que ça résumait pas tout le problème, mais il y avait un problème de coût du travail. Il se trouve. Alors, on peut après expliquer, comme l'ont dit plusieurs dirigeants syndicalistes hier, que c'est parce que les salaires ont très peu augmenté en Allemagne. Donc ce serait les Allemands qui auraient moins augmenté. Mais enfin, au fond, à la fin, la question est bien qu'on vend des produits et donc on est en compétition avec des gens qui ont des salaires ou des coûts du travail qui sont plus ou moins élevés. Donc vous voyez, je trouve au contraire que l'affaire a été présentée de manière très claire, très directe. Après, il y a un sujet qui est... Mais il y a quand même ce qu'on appelle un sujet tabou, Daniel Tartakovsky. C'est la question de la réduction du coût du travail alliée, au fond, à une politique économique d'un gouvernement de gauche. On pourra peut-être en reparler plus longuement, mais je crois qu'une des caractéristiques de ce pays, c'est qu'à partir des années 30, lorsque la gauche arrive au pouvoir, c'est toujours dans des situations de très grandes difficultés économiques, qu'il s'agisse de 36, qu'il s'agisse de la libération plus encore, et qu'il s'agisse de 81. Et donc la question, c'est de savoir comment, dans chacune de ces circonstances, et aujourd'hui, peuvent se nouer des rapports entre des aspirations sociales, des mobilisations susceptibles de les exprimer dans des formes qui peuvent varier, et la reconstruction d'un compromis social. Ce qui caractérise les années 30, ce qui caractérise la libération, ça a été la capacité de prendre appui sur des formes de la mobilisation collective pour inventer notre État social qui globalement a survécu à lui-même jusqu'au tournant de la rigueur des années 80. Mais alors est-ce que comparaison est vraiment raison, en l'occurrence avec la situation actuelle, Jean-Hervé Lorenzi, est-ce que là il peut y avoir quelque chose de l'ordre au fond d'une sorte de compromis, d'ajustement entre syndicats, patronat et gouvernement de gauche sur cette question du coût du travail, ou est-ce qu'au contraire on s'attend peut-être à ce qu'il y ait justement là une mobilisation très forte, notamment sur la question de l'allègement, et il faut bien le dire, des cotisations sociales. Louis Gallois préconise de réduire de 30 milliards d'euros de cotisations sociales, dont un tiers pour les charges salariales et un tiers pour les charges patronales, sur les salaires allant jusqu'à 3,5 fois le SMIC. Moi, je crois que c'est... Cette question de la cotisation salariale, elle est au cœur tout de même de ce qui risque de provoquer de grandes polémiques. Oui et non, parce que il est vraisemblable que cet allègement n'aura pas lieu. Donc, en tout cas, dans la forme qui est préconisée par Louis Gallois. Moi, je différencierais assez volontiers la période actuelle des précédentes. D'abord parce qu'il y a une donne qui est très nouvelle, c'est la jeunesse. Je veux dire, le conflit peut-être le plus important de la société française, celui qui traverse, c'est, ça se voit d'ailleurs assez bien sur le marché du travail. Le marché du travail, au fond, des 30-50 ans, il n'est pas si mauvais que ça. Ce qui est terrible, c'est avant, c'est les jeunes. On a un taux de chômage de jeunes qui est tout à fait étonnant, et puis le chômage des seniors. Donc, au fond, il y a vraiment un aspect intergénérationnel qui est très fort. Et deuxième sujet, je ne crois pas qu'il y ait cette absence de lucidité sur les difficultés que nous avons. Il se trouve que les deux, ce que vous venez d'évoquer, moi je le partage tout à fait, mais le diagnostic de départ, enfin la situation de départ n'est pas tout à fait la même. En 1935, d'abord, on sort d'une période qui est particulièrement stupide en matière de politique économique, puisque c'est la réduction des... Alors là, c'est vraiment de réduction des salaires en 1935
des fonctionnaires. Et en fait, là, on sort d'une guerre en 45. Donc, il y a une espèce de volonté collective. Là, il faut la retrouver sur une organisation, j'allais dire, sociale et politique, qui est un peu esquissée d'ailleurs dans le rapport gallois. C'est en ça qu'il va bien au-delà de ses préconisations sur les charges sociales, et qui revient à dire, il faut en gros quand même qu'on essaye d'affronter une situation économique que nous sommes. Alors nous sommes le seul pays à avoir cette difficulté depuis 10 ans. Nous avons quand même une difficulté très particulière, et la comparaison sur ce plan de la mondialisation est terrifiante. Elle permet de comparer des situations, et la situation française est en réalité particulièrement mauvaise. Bon. Mais je souscris absolument à votre propos. Daniel Tartakovsky. Pardon. Je ne pense effectivement pas que nous soyons dans la continuité des mouvements que j'évoquais. Bien évidemment, il s'agit d'une conjoncture nouvelle, pour les raisons que vous évoquiez, pour des raisons qui tiennent à ce que nous sommes dans la zone euro, et que donc les problèmes ne sauraient en aucun cas se poser dans les mêmes termes. Il me semble que la société française est confrontée à une question de même nature, qui est comment reconstruire un compromis social. Mais les acteurs de ce compromis et les moteurs de ce compromis ne seront pas de même nature. La question me concernant, c'est quelle place éventuelle peut jouer la mobilisation collective. Il y aura forcément une question syndicale qui se posera. Pour revenir sur ces propositions du rapport gallois, on saura ce que le gouvernement en retient aujourd'hui. Bon, certains ne voient pas du tout les choses de cette façon-là. Pour justement citer par exemple l'économiste Yves Dimicoli, lui dans l'Humanité, sur cette question de la baisse des cotisations sociales patronales, il dit au fond, le rapport gallois insiste sur le besoin d'abaisser les cotisations sociales patronales tout en prétendant qu'il y a d'autres éléments que le coût du travail sur lesquels on peut agir pour la compétitivité. Et Dimicoli de dire cette baisse de cotisation aura pour contrepartie une hausse des impôts et des contributions contre le pouvoir d'achat des salariés et de leurs familles. Ce qu'on va alléger d'un côté, on va le faire supporter, selon vous, ou non, Jean-Hervé Lorenzi, sur justement les impôts, ce qu'on gagne d'un côté, on va le perdre de l'autre. Il n'y a pas de miracle dans cette affaire-là. D'abord, ce que dit Yves Dimicoli est juste, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que quand on prend, il y a 22 mesures, il y en a 20 qui portent sur, au fond, le rapprochement de l'université et du monde de la recherche. Il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc c'est bien au-delà de cette affaire de charge. Si d'ailleurs, les montants évoqués, c'est 30 milliards, je vous rappelle que le PIB français, c'est 2000 milliards d'euros. On n'est pas tout à fait dans les ordres de grandeur qui permettraient de résoudre le problème. Donc il s'agit plutôt d'un signal que d'une solution. Donc ça arrange beaucoup de monde de mettre le doigt sur ce chiffre, mais en réalité c'est un des bouts du thème. Moi, je rappelle que on a d'abord un diagnostic qui est un diagnostic. La première partie, elle n'est pas discutable. Chez des chiffres, on s'aperçoit qu'on est le pays qui a le plus perdu dans les 10 dernières années. Il faut quand même être lucide sur ce sujet-là. Maintenant, moi, je suis au fond convaincu que c'est un sujet très compliqué. Comme vous le savez, on va rentrer en 2013 dans une période qui est une période de conjoncture très faible en France. La question de savoir s'il faut faire ça tout de suite, c'est-à-dire en réalité un prélèvement de pouvoir d'achat, parce que ça c'est vrai que ça se termine d'une manière ou d'une autre. Je vais simplement compléter sur qui doit le payer, parce qu'au fond, quand on dit prélèvement du pouvoir d'achat, ça peut être les plus faibles, les revenus les plus faibles ou les revenus les plus élevés. Mais c'est vrai que beaucoup d'économistes, à juste titre, disent attention, il faut faire attention à ce que ça ne nous fasse pas entrer dans une récession, au fond, dont on aurait beaucoup de mal à sortir. Maintenant, et je termine là-dessus, quand on dit prélèvement sur le pouvoir d'achat, moi je fais partie de ceux qui considèrent que il faut être très attentif. Enfin, je veux dire, quand je dis très attentif, c'est une formule qui veut dire ce qu'elle veut dire, au fait qu'en aucun cas, ce prélèvement de pouvoir d'achat ne touche les revenus les plus fragiles, c'est-à-dire, on va dire jusqu'à 1,5, 2 fois le SMIC, et que, par ailleurs, si on augmente la CSG, eh ben je suis pour ceux qui pensent aussi qu'elle doit être plus ou moins progressive. Donc Pierre Moscovici y est hostile, par exemple, le ministre de l'économie. Oui, mais enfin, je veux dire, j'ai beaucoup d'amitié pour Pierre Moscovici, mais c'est une position. Un tout petit mot, est-ce que dans les propositions du rapport gallois, il y a notamment l'idée de faire entrer les représentants de salariés dans les conseils d'administration? Quel lien y a-t-il avec la compétitivité? Si vous voulez...
Juste, pour terminer, l'idée de Gallois, c'est de dire qu'il faut, en gros, se remonter les manches, la société française. Il a raison sur ce point-là, il n'y a aucun doute. Et il a raison de dire que c'est urgent. Maintenant, il faut mettre tout le monde, au fond, à la tâche. Et il propose sa proposition, qui est peut-être plus importante que l'affaire d'allègement de charges, c'est de dire, effectivement, que pour toutes les entreprises, plus de 5000 salariés, il faut 4 représentants des salariés. C'est une innovation tout à fait exceptionnelle. 8h et presque 17 minutes, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Alors les syndicats peut-être reviennent dans l'actualité. Ben oui, il y a une actualité. Il y a même une fenêtre d'opportunité pour les syndicats français aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il faut voir d'où on part. L'état des syndicats en France est pathétique. Le taux de syndicalisation est le plus bas des pays développés, à moins de 8%, alors que l'offre en termes de centrales, comme on sait, est pléthorique. Le financement, il est très largement public, comme l'a démontré le rapport Perruchot dont nous avons parlé ici. En outre, notre syndicalisme est vieillissant. Même les soi-disant gros bataillons de la fonction publique sont composés majoritairement de plus de 50 ans et de retraités. Les syndicats sont dramatiquement absents des secteurs de la sous-traitance, des services, de l'intérim, là où justement leur présence serait la plus nécessaire pour garantir aux salariés les plus précaires un minimum de sécurité. Du coup, s'est installé sans tambour ni trompette dans notre pays un salariat à 2 vitesses, avec des secteurs protégés cramponnés à leurs acquis et à leurs régimes spéciaux, au mépris de l'égalité proclamée, et un immense précariat qui sert de variable d'ajustement et paie l'addition pour tout le monde en période de crise, sans qu'on s'en émeuve outre mesure. Or, sans acteurs sociaux puissants et légitimes, donc moins nombreux mais représentatifs, pas de réforme en profondeur, ni de compromis social durable. Voici pourtant, vous le disiez Marc, qu'une chance de rénovation, de refondation et allons, rêvons un peu, de réunification se fait jour, qu'une espèce de fenêtre d'opportunité s'ouvre avec le passage de témoins qui va avoir lieu dans les prochaines semaines à la direction des 2 plus grandes centrales de France. À la CFDT, François Chérec estime qu'après 10 années passées à la tête d'un syndicat qui, je le cite, se porte bien, et compte tenu de la conjoncture politique, le PS est au pouvoir et son père a été ministre socialiste, il lui faut passer la main. Ce sera chose faite dès la fin de ce mois. Son successeur désigné, Laurent Berger, aura eu le temps de se rôder dans l'ombre d'un secrétaire général qui l'accompagne partout depuis des mois. Issu du militantisme chrétien à la Joque bretonne, c'est un réformiste, mais un négociateur redouté pour sa puissance de travail et sa connaissance des dossiers. La transition aurait été plus laborieuse à la CGT avec l'échec des candidatures de Nadine Prigent et d'Éric Aubin. Pourtant, l'homme qui remplacera Bernard Thibault en mars prochain, Thierry Lepan, poursuivra selon toute probabilité le travail d'ouverture et de modernisation de la première centrale syndicale française lancée par le secrétaire général sortant. Ancien meneur des Moulinex, élu secrétaire général de la région Normandie, Thierry Lepan arrive à la tête de la CGT avec une légitimité béton. Il est crédité d'une très bonne connaissance du dossier de l'emploi, qu'il a acquise notamment au Conseil d'orientation pour l'emploi. Or, les syndicats ont du pain sur la planche, voire du grain à moudre, selon l'expression restée fameuse d'André Bargeron et reprise par un certain Marc Voinchef, pour donner son titre à une certaine émission de débat sur France Culture l'après-midi. 2 chantiers, je vous dénonce là, 2 chantiers sociaux vont requérir les talents de négociateurs de nos représentants syndicaux. Il y a celui de l'emploi, avec au centre l'échange, meilleure sécurisation des parcours professionnels contre effort d'adaptation des salariés à l'activité des entreprises d'un côté. Il y a le dossier de la compétitivité de l'autre, donc ouvert avec le rapport Gallois rendu public hier, avec au centre la question épineuse des coûts du travail en France, par comparaison avec ceux de nos partenaires commerciaux en Europe, lancés pour de bon donc par ce rapport Gallois. Oui, c'est vrai, ça ne peut plus être contesté puisque ça figure en toutes lettres dans le rapport Gallois. Le coût horaire de la main-d'œuvre dans l'industrie en France, à 35,9 € est légèrement plus élevé qu'en Allemagne, 35,4. Or, le patronat, dont la marge de manœuvre s'est rétrécie, semble prêt à faire échouer la première négociation s'il ne lui est pas donné satisfaction sur la seconde. Décidément, les talents de négociateurs vont devoir être importants aux centrales syndicales. Merci Brice Couturier. Votre chronique à retrouver sur franceculture.fr. Un commentaire, une réaction à ce billet, Daniel Tartakovsky? Une réaction, oui, bien sûr, une fenêtre d'opportunité. Dans le travail que nous avons mené avec Michel Pichenet, c'est vrai que nous faisons apparaître qu'à partir des années 80 et a fortiori 90, on a un phénomène de très grand éclatement
des forces sociales, et donc j'adhère pour une part au tableau que vous dressez. Et en même temps, dans des cette affiliations, recomposition. Des affiliations, mais aussi recomposition. Parce que c'est vrai que ce qui nous est apparu, c'est que cette multiplicité des mouvements, et il est clair que cet ouvrage n'est pas exhaustif, mais il était d'autant moins exhaustif que nous arrivions vers le très contemporain, tant le délitement est fort. Il est vrai en même temps qu'on voit apparaître, je ne veux pas dire quotidiennement, mais très périodiquement, des tentatives de recomposition, souvent fragiles, mais j'en prendrai deux exemples. Cette tentative qui s'est constituée autour de l'altermondialisme et qui a vu des formes de liens tout à fait inédits entre des organisations syndicales, des associations, des journaux, pour tenter de définir à la fois un adversaire et un projet de type nouveau. Fragilité, certes, on l'a vu. J'en prendrai un autre exemple, le plus récent, c'est la grève des sans-papiers, dans laquelle on sait que la CGT, mais aussi d'autres associations, ont joué un rôle important. Et donc, bien sûr, éclatement, bien sûr, des tendances à des replis sur soi, mais en même temps une recherche permanente et qui participe, je crois, de ce que nous évoquions il y a un instant, c'est-à-dire le sentiment qu'un jour, il faudra bien que nous retrouvions le moyen d'un vivre ensemble, un jour, il faudra bien que ce compromis social se renoue et que les acteurs sociaux ont un rôle majeur dans cette redéfinition, car il s'agit bien d'une redéfinition de solutions nouvelles. Est-ce que, par exemple, alors justement, sans faire d'angélisme aucun, Jean-Hervé Lorenzi, mais est-ce que justement la question de ce rapport gallois sur la compétitivité, son enjeu dépasserait peut-être au fond même cette question importante, certes, bien sûr, la question du coût du travail et de la compétitivité en France, mais qui sait, par l'occasion de positionnement des uns et des autres, une nouvelle manière d'envisager peut-être, par exemple, la question de l'entreprise et des rapports entre les patrons, les partenaires sociaux et d'autres sortes de mouvements sociaux dont Daniel Tartakovsky faisait allusion au sein de la société. Est-ce que c'est peut-être un tournant, quitte à ce qu'il y ait rapport de force, bras de fer, mais... Moi, je crois, d'abord, je suis très en accord avec ce que vous venez de dire sur le fait que le paysage est en réalité beaucoup plus intéressant qu'il ne paraîtrait au premier abord, c'est-à-dire simplement sa perte de substance. Moi, je pense qu'il y a un avant et un après rapport gallois. C'est-à-dire que ça signifie pas que ce document en soi-même, comme aucun document, ne change la face de l'humanité. Simplement, il a une vertu, c'est qu'il parle vrai. On a un peu l'habitude que les rapports soient enterrés en général. Oui, mais ça, je du rapport Attali. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout que le rapport gallois puisse être enterré, tout simplement parce que, j'allais dire, bien au-delà du rapport Attali, qui était très intéressant, mais qui était au fond une série de recettes de cuisine, si on le prend rapidement. On a derrière l'idée d'un homme dont personne ne peut remettre en doute les qualités, c'est-à-dire qu'il est inattaquable. C'est pas l'intellectuel, c'est un homme d'action qui s'avère avoir été sur un parcours politique et de sensibilité politique plus exactement très très clair, et il a le don dans cette affaire de, j'allais dire, bien au-delà de la mesure qui est préconisée et qui vraisemblablement ne sera pas suivie des faits, en tout cas pas à court terme, de dire la vérité, c'est-à-dire de dire voilà l'état de la société française. Il y a des perdants. Les perdants massifs de notre société, c'est les jeunes. C'est quand même l'énorme problème, avec nos 25% de chômage de jeunes. Il y a en réalité des salaires qui sont assez faibles. C'est pas le coût du travail, c'est de la faiblesse. On n'est pas très efficace. Il y a des séparations entre les universités, les sociétés. Enfin, tout ça est quand même totalement inadapté. Donc, pour répondre à votre question, c'est non seulement vraisemblablement un angle d'attaque sur le compromis social auquel vous faisiez allusion, j'en conviens bien, mais surtout l'idée que nous ne pouvons pas, la France ne peut pas rester, j'allais dire, complètement à des années-lumière du monde tel qu'il apparaît. On peut juger que ce monde est bien ou pas bien, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il est là, que c'est une contrainte, que on envoie une version souvent très brutale et très schématique à travers le modèle allemand. On lui dit, pendant 1 an ou 2 ans, on nous a dit c'est l'Allemagne. Maintenant, c'est pas ça. C'est au fond, c'est gallo
loi, et maintenant il faut regarder, ouvrir les yeux, et puis après ça il y a des tas de solutions et des tas de positions différentes. Je tentais que tout de même qu'on essaie d'éviter l'angélisme, non pas que je vous le reproche, Jean-Henri Lorenzi, mais tout de même on voit que en pointant du doigt la question du coût du travail, c'est bien autour des syndicats que risque de se mettre à jour, Brice Couturier, de très très grosses divisions. Je rappelle juste en 2 mots, je vous laisse la parole Brice, mais voilà, tout de même, tantôt François Chérec lui dit qu'au fond il y a peut-être effectivement des choses à prendre sur cette question de la perte de compétitivité dans le rapport gallois, mais aussitôt Jean-Claude Mailly de FO lui dit qu'il y a des très grosses divergences de fond, notamment avec François Chérec, l'accusant de virer vers le social-libéralisme, et quant à la CGT pour l'instant, elle n'approuve pas, et loin de là, toutes ces mesures. Mais ce qui est important avec le rapport gallois, c'est que c'est un travail pédagogique qui est entrepris maintenant. Il y a un constat partagé de la situation. Ce qui comptait d'abord avant que les syndicats puissent se mettre au travail, c'était de se mettre d'accord sur les faits. Or maintenant, les faits, les gens les connaissent. On ne peut plus dire qu'il n'y a pas de désindustrialisation en France. Il y a une désindustrialisation. L'opinion a pris conscience effectivement que les coûts salariaux, si on intègre les charges sociales qui pèsent sur les salaires et que nous payons nous aussi en tant que salariés, et là-dessus le rapport gallois met le doigt, ces coûts salariaux sont gigantesques, ils sont énormes, ils sont disproportionnés, et c'est pas sans rapport avec le fait que aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croyait, la France est plus désindustrialisée que la Grande-Bretagne. Mettez-vous bien ça dans la tête, chers auditeurs. Moi je ne les croyais pas, franchement. Mais la part de l'industrie dans la valeur ajoutée au Royaume-Uni est de 16,5%, en France 12,6%. Nous sommes encore plus industrialisés que la Grande-Bretagne. Donc maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que les syndicats et le patronat sont d'accord pour arriver sur la table de négociation pour que ça change ? Parce qu'autrement, si ça continue comme ça, nous n'aurons plus d'industrie du tout d'ici 5 ans. Et c'est évidemment pas supportable, parce que ça veut dire que le commerce extérieur va se dégrader. Alors vous nous dites, Marc, il y a division syndicale, c'est vrai. Mais je pense que... Qui correspond à un moment de changement de patron à la tête de syndicat. Est-ce que tout ça n'est pas affaire de positionnement ? Est-ce qu'en réalité, la CGT n'est pas beaucoup plus réformiste que ce qu'elle veut croire, et la CFDT beaucoup moins ? En réalité, est-ce qu'il n'y a pas quand même, quelque part quand même, un consensus syndical sur le fait qu'il va falloir bien échanger la sécurisation des parcours professionnels, parce qu'il n'est plus supportable que dans notre pays la précarité soit aussi importante, contre le fait que les industries, effectivement, quand elles n'ont pas de carnet de commandes, eh bien, elles doivent laisser les gens travailler moins et plus quand elles sont plus chargées. Daniel Tarkowski et Jean-Henri Lorenzi. Oui, si vous voulez, ce qui me frappe dans la façon de présenter les choses, et je ne dis pas qu'elle n'est pas pour le moment conforme à la situation, c'est que nous avons le rapport gallois d'un côté, et quel regard porté par les syndicats, et quelle capacité d'agir des syndicats. C'est-à-dire qu'on dresse face à face 2 types d'acteurs qui seraient des acteurs hétérogènes et dont l'un aurait à se décider par rapport à un constat dressé par l'autre. Si on... Pardonnez-moi, je suis historienne, et je sais bien que l'histoire ne se répète pas, encore une fois. Ce qui est intéressant dans ce pays, c'est qu'à plusieurs reprises, le mouvement syndical et le mouvement ouvrier, plus généralement, ont été les co-constructeurs d'une réponse à apporter. Qu'il s'agisse du programme du Front Populaire, qui est un programme, rappelons-le, qui est signé à la fois par les partis politiques de gauche, mais également par les syndicats et par une centaine d'associations. Qu'il s'agisse du programme du CNR, qui est signé là encore par une... le Conseil national de la résistance. Une diversité d'organisations, partis, mouvements, syndicats. Nous ne sommes pas dans la même situation. Nous ne sommes pas dans la même situation parce que, je le répète, les échelles ne sont pas les mêmes et que nous avons à tenir compte de cette échelle nouvelle. Et que la représentativité n'est pas la même aujourd'hui. Vous savez, la représentativité du syndicalisme dans les années 30 n'a guère à envier. Non. Non, mais c'est vous l'historienne, je vous pose la question. Oui, non, je vous confirme qu'elle n'a guère à envier. Mais simplement... On n'est pas il n'y a pas eu l'apogée entre les deux, donc mais je pense que il faudrait trouver les modalités pour que les acteurs sociaux, dans leur diversité, et les syndicats en tant que tels, ne soient pas uniquement là en tant que lecteurs chargés de dire oui ou non ou comment faire, mais puissent se trouver co-constructeurs. Et alors, comment être co-constructeur ? Je pense que c'est quand il y a un sens commun. Un des problèmes du rapport gallois, mais de la conjoncture que nous connaissons, et du devenir, je suis d'accord avec vous, le monde est ce qu'il est, il peut ne pas nous plaire, mais il est là, c'est comment faire en sorte de reconstruire un sens commun au mouvement social dans sa très grande diversité, au monde des entreprises et à la gauche au pouvoir.
Et on n'est pas dans des effets de communication, on n'est pas simplement dans des effets de négociation autour d'une table. Et c'est peut-être là que la notion de mouvement, non pas au sens nécessairement de mouvement dans sa conflictualité, mais d'inscription dans une histoire en marche, est à réinventer. Est-ce que ce moment-là, il a eu lieu à d'autres moments de l'histoire où il y a les 4 périodes dont je parlais, et notamment la période 1880-1930, vous parlez d'une protestation sociale qui se rationalise et qui en fait s'est articulée aux politiques et ainsi a fait naître les grandes organisations syndicales. Il a résolument eu lieu et c'est peut-être une des spécificités de la France par rapport aux autres pays d'Europe et c'est peut-être ce qui surprend sans doute les pays voisins, je pense à l'Allemagne, c'est que en France, il y a toujours eu des phénomènes de surdétermination politique. C'est dans des périodes de crise politique majeure, dans des périodes où la République, où les valeurs de la République se trouvaient mises en cause, que s'opérait un sursaut qui, dans sa dimension politique, finissait par porter en lui les éléments susceptibles de transformer socialement la France et de générer ce qui a été longtemps notre modèle social. Jean-Hervé Lorenzi. Oui, juste deux remarques pour aller encore plus dans votre sens. Vous avez dit, l'auditeur, il faut que vous sachiez que nous sommes sur les 27 pays de l'Union européenne, 25e en matière de part de l'industrie dans la valeur ajoutée. Et savez-vous qui est derrière nous? Chypre et Luxembourg. Tous les autres pays ont des parts de la valeur ajoutée industrielle plus importantes. Si vous voulez, c'est que ça va quand même faire un choc. Deuxième remarque. À midi ou midi et demi, quand le gouvernement aura tranché, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais vous avez bien vu M. Copé qui dit, avec un peu d'astuce politique, suivez donc ce que nous avons fait. Moi, je veux bien que on dise ça. Enfin, tout ça, c'est la politique. À midi, quand les décisions ont été prises, quand l'affaire des charges sociales aura été finalement réglée ou non réglée, mais enfin, en tout cas, on n'en parlera plus, restera le constat. Est-ce que tout le monde, et c'est le souhait quand même, moi, c'est une perception tout à fait, j'allais dire intuitif, je n'ai aucun chiffre, mais je suis convaincu que c'est profondément convaincu que ça, tout le monde va se dire comment on se sort de cette situation. On a une situation qui est unique, elle est unique dans les grands pays développés, et est-ce que nous sommes dans une meilleure situation que l'Italie, l'Espagne dans le domaine de la dette publique, de la finance, mais nous sommes dans une situation qui est d'une certaine manière pire que dans le domaine de l'évolution de notre modèle économique. Et donc, est-ce que nous sommes prêts, en mettant chacun un bout du... Alors, c'est de l'angélisme, mais je l'accepte volontiers. Non, mais je considère que c'est plutôt un compliment, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Je crois que le rapport Gallois aura mis sur la table, après une journée consacrée sur le chiffre, le fait qu'on va se dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je suis convaincu, je trouve que les formulations de Chérec sont quand même très, très favorables. Les remarques qui ont été faites hier par l'économiste, par Yves de Micoli, sont normales. Tout le monde est dans sa posture. J'ai envie de lui dire à Yves de Micoli, on va aller dans un supermarché, puis on va regarder s'il y a des prix ou pas de prix. Moi, je veux bien que les coûts n'ont pas d'importance. Enfin, il fait son marché tous les jours. Ouais. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je ne crois pas du tout que l'impact de ce rapport, qui tombe à un moment très particulier de l'histoire et de la crise économique que nous sommes en train de vivre, n'aura pas des conséquences absolument majeures. Mais je crois qu'un mouvement au sens large du terme, donc la capacité de mettre en mouvement pour aller vers un ailleurs, ne résulte malheureusement pas d'une adhésion de bonne volonté ou d'une adhésion de lecteurs particulièrement perspicaces. Je pense qu'il ne suffira pas d'avoir une lecture avisée du rapport Gallois et de considérer que ce qui est dit pour que ceux qui auront lu s'engagent. Ou adhèrent éventuellement à un mouvement. Il faudrait que quelque chose porte en avant dans une même direction, donc redonner un sens commun, et redonner un sens commun dans une période de très grande difficulté économique. Je le répète, la gauche est toujours arrivée au pouvoir dans des périodes de très grande difficulté économique. Ça suppose d'avoir d'autres éléments qui portent. Et là, Alors, le nouveau gouvernement, pour cela, propose une méthodologie fondée sur la négociation. Est-ce que ça change, justement, ou renforce la place des syndicats, selon vous, par rapport à ce que vous souhaitez, Daniel Tartakovsky, ce que vous préconisez? Ça renforce indéniablement la place des syndicats. Ensuite, est ouverte, évidemment, la question de savoir
ce que l'on peut négocier? Y a-t-il du grain à moudre? Et quelle est la quantité de grain à moudre, hein? Formule qui malgré tout reste bien utile. Et je ne pense pas que la négociation à elle seule, et à supposer même qu'il y ait un peu de grain à moudre, nous savons bien qu'il n'y en aura pas beaucoup, puisse suffire encore une fois à reconstituer ce sens commun. Brice Couturier. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord. Et je vais juste vous citer une des phrases de Gallois qui me paraît extrêmement intelligente et intéressante. Le pacte qui a permis les 30 glorieuses est à bout de souffle. Il ne fonctionne plus et il fossilise le dialogue social. Moi, il me semble au contraire qu'aujourd'hui, nous sommes devant la question de confiance. Est-ce que nous sommes capables de rebâtir un système social qui permettrait de réintégrer ces millions de gens qu'on a poussés dans le précariat et qui aujourd'hui payent les frais de la crise? Est-ce que nous sommes d'accord pour penser que le gâteau, la question, c'est pas de conserver sa part de gâteau, mais de faire en sorte que le gâteau cesse de rétrécir? Autrement dit, est-ce que c'est pas le moment pour les syndicats de redevenir ces acteurs collectifs légitimes qu'ils étaient autrefois pour rentrer à la table de négociation, non pas pour défendre des intérêts catégoriels, mais pour défendre les intérêts du salariat dans son ensemble. Et je pense que, vu les évolutions qui ont eu lieu ces dernières années à la tête de la CGT et de la CFDT, c'est possible. C'est possible alors que ça ne l'était pas il y a quelques années. Je pense que la conjoncture est extrêmement favorable pour remettre à plat notre système social. Alors, Jean-Hervé Lorenzi ou Daniel Tartakovsky. Daniel Tartakovsky. Je suis totalement persuadé qu'un certain modèle social est arrivé à son terme. Ce serait tout à fait irresponsable d'imaginer que nous sommes encore dans les 30 Glorieuses et que donc les modalités qui ont porté de l'avant pendant les 30 Glorieuses ont encore, sous la forme qui fut la leur, une pertinence. Je dis simplement qu'il n'est pas sûr que les seuls syndicats soient aujourd'hui... précisément parce qu'ils sont l'héritier de cette période, les seuls acteurs de ce mouvement qu'il s'agit de créer, et que nous sommes dans une phase où il s'agit pour les syndicats, parce que c'est effectivement, c'est le donjon, hein, c'est la seule force qui résiste, mais sans doute s'agit-il pour ces syndicats, et il me semble que de ce point de vue-là, quand on étudie en finesse ce qui se passe sur le terrain, il y a depuis 10-15 ans des amorces de mouvements qui s'opèrent, on à pouvoir recomposer leurs liens avec d'autres forces sociales qui se battent sur d'autres terrains. On a beaucoup parlé de la territorialisation de la question sociale. On sait très bien qu'elle se joue aussi sur d'autres terrains. Donc comment faire en sorte qu'ils puissent aujourd'hui se créer un mouvement, encore une fois, pas nécessairement sous la forme conflictuelle, hein, je ne mets pas de dimension conflictualité en mouvement, mais un mouvement qui englobe les différentes modalités du mouvement social, des mouvements sociaux, et ils sont nombreux, en étant capables de construire ce qui permettra de dépasser ces intérêts catégoriels. Certes, ce qui caractérise le mouvement, mais c'est vrai à l'intérieur du mouvement syndical. Il y a eu tout un débat dans les organisations syndicales sur la notion de corporatisme maussade, ou au contraire, c'est le débat qui a surgi après 95. Est-ce que précisément ces mouvements qu'on a qualifiés de corporatistes n'étaient pas précisément le moyen de redonner du sens commun en mettant en avant la notion de service public avec ces phénomènes de grève par procuration qui ont été évoqués en 95. Donc il me semble que des acteurs sociaux, et bien évidemment les syndicats occupent encore un rôle majeur, parce que ce sont les derniers, parce que je répète, c'est les seuls légitimes. Ce sont le donjon. Hein parce que les coordinations, elles ont fait long feu. Je ne parle pas des coordinations. Ce sont les seuls légitimes, mais lit-on tout de même dans votre ouvrage Daniel Tartakovsky avec Michel Pigenet qu'effectivement, pour autant, la désyndicalisation actuelle ne vaut pas l'abandon des luttes sociales, ni même l'abandon de la question de l'affrontement capital-travail. Il se situe effectivement ailleurs, et c'est peut-être là... C'est une grande caractéristique de la France, pardonnez-moi. Oui, finissez. C'est une grande caractéristique de la France que d'avoir toujours été un pays historiquement, 19e, 20e siècle, où le taux de syndicalisation a toujours été beaucoup plus faible. Pas aussi faible qu'aujourd'hui, mais toujours beaucoup plus faible que les pays voisins, et où l'entrée en lutte s'est faite par des modalités qui n'étaient pas les modalités de la négociation. Jean-Hervé Lorenzi. Moi, je pense que vous avez le débat sur le rôle des syndicats dans la transformation, un nouveau compromis social sera déterminant, mais il y a un élément clé qu'il ne faut pas, à mon avis, sous-estimer, c'est le fait que la société française est aussi traversée par des problèmes de génération, qu'arrive cette génération. C'est 750 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année, dont 150 000
par notre système éducatif qui est quand même là aussi un peu à regarder de près, qui ont une énorme difficulté simplement à pouvoir s'insérer. Tout ceci, c'est un élément qui au fond n'existait pas il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Je suis convaincu que l'intergénérationnel dans cette affaire va jouer un rôle majeur, y compris dans le fait que dans la prise de conscience des Français, notamment ceux de ma génération ou celle juste après, l'idée que au fond on maltraite dans des conditions comme on ne l'a jamais fait dans notre pays. On maltraite une génération qui arrive et qui, dans le meilleur des cas, quand ils ont la possibilité, va ailleurs, travailler ailleurs, et dans le pire des cas, se retrouve en réalité assez largement au chômage. Donc on est dans un système dans lequel l'ensemble des paramètres qui existent est en train de se modifier très profondément, et c'est la raison pour laquelle je reste définitivement angélique, mais je me suis aperçu qu'on était deux finalement. Donc... Je voudrais vous faire écouter deux petites archives à l'historienne, notamment que vous êtes, Daniel Tartakovsky, et à vous, Jean-Hervé Lorenzi. Nous sommes, et c'est dans ce fameux toujours contexte de comment les syndicats se comportent-ils quand la gauche arrive au pouvoir. Écoutez, c'était sur Antenne 2 à l'époque, le 25 mai 81. Edmond Maire, qui à l'époque est secrétaire général de la CFDT, est interrogé. Alors, comme c'est la coutume, monsieur Maire, nous allons d'abord vous interroger sur l'air du temps. J'aimerais vous poser cette première question. On disait autrefois que le pouvoir tentait de vous récupérer. Alors aujourd'hui, on ne peut plus le dire parce que vous êtes dedans. Ah, ce n'est pas du tout notre avis. Non, il faut toujours... Un syndicat est un syndicat. Il exprime les aspirations des salariés. Il a une responsabilité que nous trouvons aussi importante que celle du patronat ou du gouvernement. Mais on n'a pas la même fonction. On n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, il appartient à ceux qui l'ont dans cette société. Et nous entendons bien notre indépendance, si vous voulez, reste totale. Nous ne nous sentons pas intégrés à un pouvoir, pas du tout. Par contre, nous avons souhaité que ce pouvoir politique soit élu, parce qu'il doit faire des changements, mais notre action syndicale restera bien indépendante pour aider à ce qu'il y ait vraiment des changements. Vous n'avez pas peur de perdre un peu de votre combativité ? Ah, je ne crois pas du tout enfin, si on la perdait, si vous voulez, on ne changerait pas vraiment. Si vraiment on n'était pas combatif, qu'est-ce qui se passerait ? Voilà, donc Edmond Maire, le 25 mai 1981, quelques années plus tard, alors que Michel Rocard souhaite mettre en place un service minimum en cas de conflit social dans le service public, Christine Ockrent interroge d'un côté Philippe Séguin et se tourne ensuite vers Henri Krasucki. Philippe Séguin, ce projet de service minimum, votre ami Charles Pasqua le propose déjà sous forme d'amendement au Sénat, et un député RPR a déposé une proposition de loi. Les syndicats, eux, ne sont pas prêts à ouvrir les discussions à ce sujet, surtout la CGT, hostile, vous allez le voir, au principe même d'un service minimum. Ça ne résout aucun problème et ça n'est pas acceptable. Vous savez, dans ce pays, quand les salariés sont en colère, qu'ils ont tout épuisé et qu'ils décident de faire la grève, eh bien, n'importe quel gouvernement peut toujours essayer n'importe quelle tentative de réglementation, ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas. Voilà, Henri Krasucki, donc en 1988. Bon, on a deux exemples tout de même intéressants. Chaque fois, la gauche, au fond, vient d'arriver au pouvoir. Enfin, elle est réélue, mais avec un gouvernement que dirigeait Michel Rocard en 88. En mai 80, je ne fais pas évidemment un dessin. On sent bien qu'il y a une sorte de tension là entre, au fond, quand même, engagement politique, représentativité de salariés dans un rapport à la rue et au conflit, et syndicalisme tout court. Daniel Tartakovsky. Mais c'est peut-être... Il y a toujours trois variables à tenir. C'est la notion de syndicalisme tout court qui fait peut-être question depuis le début de l'échange que nous avons ensemble. Moi, j'aurais tendance à dire que, encore une fois, dans un pays comme le nôtre, il s'est noué des années 30 aux années 80, puis après, je suis d'accord, il y a un épuisement, et donc un lien extrêmement fort entre les formes de la régulation et la mobilisation. C'est-à-dire que la capacité qu'a eu le mouvement social et les syndicats à agir sur les formes du compromis social, c'est très largement opéré dans des conjonctures très particulières, je répète, surdéterminées politiquement, l'après-guerre, à peser de tout leur poids. Et donc c'est vrai qu'ensuite on prend des moments qui ne sont pas des moments mineurs et qu'on s'interroge sur le rapport entre l'objet syndicat et telle loi, et qu'on se demande quel rôle
la rue, ou la manifestation, ou la grève va jouer. Mais là, je crois que nous privilégions une très courte durée et que si nous perdons de vue ce lien extrêmement fort qui s'est noué entre mobilisation et régulation et qui précisément s'est épuisé après 95, et nous interroge aujourd'hui, nous risquons de passer à côté de ce qui, malgré tout, constitue une spécificité. Brice Couturier. Je vais juste faire une remarque. Je me suis aperçu dans une étude d'un économiste canadien que je lisais hier il mettait en évidence la liaison très forte entre le niveau de compétitivité des différents pays de l'OCDE et leur taux de syndicalisation. C'est très frappant de voir que les pays qui sont les plus compétitifs aujourd'hui dans le monde, le Danemark, la Suède, la Finlande, sont aussi des pays qui ont plus de 50% de taux de syndicalisation quand nous sommes, nous, encore une fois, à moins de 8. Donc c'est évident que la capacité d'entrer dans le compromis social est un facteur de compétitivité. Et encore une fois, si nous ne reconstruisons pas, et c'est aussi une question que j'aurais voulu vous poser, Sarkozy a échoué manifestement une fois de plus quand il a essayé de rationaliser le monde syndical en poussant à des regroupements, en montant le pourcentage qu'il fallait avoir aux élections professionnelles pour continuer à exister dans une entreprise. Nous avons toujours 7, 8 centrales, j'arrive même pas à les compter tellement elles sont nombreuses, pour 8% de salariés qui sont syndiqués. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dire la guerre froide est finie, comme je dis souvent, donc il n'y a pas de raison que Force ouvrière, la CFDT et la CGT continuent à se chamailler. Pourquoi il y a encore tellement de centrales syndicales? Pourquoi on en crée encore de nouvelles alors qu'il y a si peu de syndiqués? Que faire pour essayer de regrouper les forces syndicales de manière à ce qu'elles pèsent et qu'elles aient une légitimité réelle? Mais ça, c'est un des problèmes auxquels on a été confronté, encore une fois, quand on travaillait sur la dernière partie de l'ouvrage. C'est qu'aujourd'hui, chaque nouveau mouvement social, qu'il concerne le monde du travail ou qu'il concerne les chômeurs ou qu'il concerne les précaires, génère son organisation. Alors, organisation qui quelquefois disparaît avec le mouvement, mais pas nécessairement. Et donc, on a un phénomène de démultiplication des organisations de toute espèce, syndicales ou non syndicales. C'est sans doute un des problèmes auxquels ces organisations sont concentrées. Et on voit bien en particulier le mouvement des chômeurs. Hein. L'article consacré par Emmanuel Pyrrhus sur les chômeurs est intéressant parce qu'il dit qu'au fond, c'est une histoire des mouvements des chômeurs extrêmement refoulée en France par rapport à l'histoire des chômeurs aux États-Unis ou en Angleterre, et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment sur la question des mouvements de chômeurs et des précaires en général. Et simultanément, on voit bien la recherche permanente de convergence, de mise en symbiose. Donc, je crois que c'est une question qui est posée au sein des organisations, sans doute beaucoup plus complexe au sein des organisations syndicales, parce que là, il y a une histoire lourde, et que plus l'histoire est lourde, et plus il est difficile de la dépasser. Il y a une concurrence entre les mouvements sociaux spontanés et les syndicats. J'ai tendance à penser que c'est un petit peu comme pour le compromis social. Il ne s'agit malheureusement pas de se mettre autour d'une table entre hommes et femmes de bonne volonté pour dépasser les contradictions historiques. Il y a des moments de l'histoire où la rupture est telle et où la déchirure est telle que quelque chose renaît. Je pense sans doute que nous sommes entrés dans une phase de recomposition, mais qui peut être une phase historiquement extrêmement longue. Alors, compromis social... Si l'économie nous en laisse le temps. Compromis social... alors oui, si l'économie nous en laisse le temps, est-ce que l'économie nous en laissera le temps, Jean-Hervé Lorenzi? Écoutez, on est dans une crise d'endettement. Plus exactement, on est dans une crise dont l'origine est très simple, c'est que les pays de l'OCDE, États-Unis, Europe, ont transféré une partie très importante de leurs activités vers les pays émergents, et qu'en réalité, c'est cet équilibre-là, vous parliez au fond de régulation, mais moi je parle plus de trajectoire macroéconomique. C'est une trajectoire qui est très compliquée à faire fonctionner. Monsieur Obama, j'espère, sera réélu, mais il restera avec ses 8% de chômeurs pendant une durée de temps assez longue. Donc tout ça, c'est quand même très compliqué. On s'est compliqué la vie il y a 15 ans par ce transfert massif, et on a une crise de la réponse a été un endettement massif public et privé, et les crises de désendettement, puisqu'il faut se désendetter, chacun sait qu'il faut très longtemps pour en sortir, et donc il nous faudra des années pour en sortir. Donc vous avez tout le temps de réorganiser. Est-ce que quand Daniel Tartakovsky parle justement de retrouver les modalités au fond d'une sorte de nouveau compromis social, est-ce que c'est comme cela peut-être qu'il fallait entendre le terme de pacte de compétitivité? C'est-à-dire au fond une manière que tout le monde, avec les divergences, les oppositions, justement fassent ce fameux pacte qui permettrait de sortir l'économie française de la crise et notamment d'aller vers plus de réindustrialisation.
Moi, j'ai été très en accord avec ce que vous avez dit sur l'émergence. Alors, quand est-ce que ça aura lieu, comment, c'est quelle forme ça pourra prendre. Mais pour que c'est lieu, il faut qu'on soit effectivement dans une situation très particulière. Or, nous sommes dans une situation dans laquelle tout le monde est perdant aujourd'hui. C'est un cas unique. Ça fait un demi-siècle qu'on se retrouve pour la première fois dans une situation où tout le monde est perdant. Il y a des chômeurs, les gens sont pas bien payés, le système est en train de glisser, pour reprendre l'expression. Franchement, ça va pas du tout. Donc, il y a un moment où on est un pays, finalement, avec un discours très volubile, mais dans les faits assez rationnel. Il y a un moment où, quels que soient les acteurs sociaux, on est confronté à une situation dans laquelle chacun va bien voir qu'il a intérêt à avancer ou à modifier sa position. On en est aux tout prémices. À partir de midi, on rentre dans une nouvelle phase. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Quelle serait, selon vous, la mesure que vous souhaitez que le gouvernement conserve absolument de ce rapport gallois, Jean-Hervé Lorenzi, qu'il annonce à midi? Parce que tout ne sera pas, évidemment, gardé, tout va être un peu redécoupé, renégocié. Question très délicate. Je crois que la question des transferts de charges va être réglée un peu par le transfert des cotisations salariales pour les 30 milliards des cotisations sociales. Sur la CSG. Je pense que c'est vraisemblablement une autre hypothèse qui va faire voir le jour. On a parlé au fond de crédit d'impôt, mais ce qui est important, c'est que les ordres de grandeur soient là. Alors, si on veut faire un choc ou quelque chose d'un peu significatif, au fond, ce que je souhaite, c'est qu'on ne peut pas dans notre pays faire fonctionner l'économie sans avoir la confiance des entrepreneurs. C'est pas raisonnable. Il ne s'agit pas de position politique, c'est pas simplement pas raisonnable. Et il faut donc que dans cette fin matinée, une mesure, peut-être celle crédit d'impôt, montre au fond au patronat que on est prêt à dialoguer et on est prêt à redémarrer sur de meilleures bases. Voilà, même question. Et donc, je vais être moins optimiste. Le Parti communiste des années 20 croyait à la radicalisation des masses. La crise va arriver, la crise va s'approfondir, et dès lors que la crise s'approfondira, les masses se radicaliseront, et à terme, ce sera la révolution. La crise des années 30 est arrivée pour montrer qu'évidemment, il n'en allait pas ainsi. Je ne suis pas sûre, pour ne pas dire le contraire, que les difficultés croissantes et le ressenti de ces difficultés croissantes chez les plus pauvres, chez les salariés en difficulté, chez les chômeurs, chez les précaires, suffisent à les amener à penser qu'il faut se rallier à des propositions qui sont faites, quelle que soit par ailleurs la dimension rationnelle de ces propositions. Je crains que dans le monde qui est le nôtre, s'il n'y a pas non seulement des messages d'espoir, mais des fenêtres d'opportunité réelles qui s'ouvrent et qui laissent à penser que quelque chose d'autre est possible très vite, ça puisse donner naissance à des mouvements dont nous voyons bien qu'ils se démultiplient, qui sont des mouvements de révolte, qui sont des mouvements de rejet, qui peuvent présenter, dans un monde où le Front National est puissant, un danger.